tu as ton métier, tu as ta formation, tu es un lettré, tu sais tenir l'auditoire aussi par le verbe et par la gestuelle, ça c'était très important. Et puis un jour tu décides d'écrire. Ben oui. Bon, c'est venu comment ça? C'est venu tout d'abord avec des articles sur l'Italie, des articles politiques Oui. sur l'Italie, et donc avec le Soir, la Libre Belgique, des quotidiens et des magazines étrangers. Et ensuite, j'ai eu envie d'écrire de la fiction. D'accord, oui. Et là, j'ai écrit donc l'audition du docteur Gaspari. D'accord, oui. Mais je vais dire presque à l'aveugle, hein, c'est-à-dire que je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait donner, ni même de la possibilité que ce soit publié ou pas. Et ensuite... C'est publié et republié dans une belle collection qui est Espace Nord. Oui, c'est ça. Donc c'est une reconnaissance des gens en soi de voir que cette réédition se fait dans une collection qui est bien déterminée pour, je veux dire, le patrimoine, du moins la sauvegarde des textes qui risquent de disparaître et qu'on réédite. C'est ça. Moi je trouve déjà ça important. Ah oui, non, c'est très important, c'est très très important. Mais bon, à l'époque, donc quand j'écris ce roman, évidemment, je ne suis même pas certain, même non seulement je ne suis pas certain que ce soit publié, mais je n'y pense même pas vraiment. Enfin, bien sûr, on a toujours l'espoir de publier quand on écrit, mais je ne connaissais vraiment pas du tout le secteur. Mais je collaborais à l'époque avec Vincent Engel, qui avait un blog auquel collaboraient différents auteurs, Claude Javot par exemple, j'ai oublié même les autres, hein, mais bon, et moi alors je collaborais, j'avais une rubrique, il m'avait attribué une rubrique qui s'appelait Nouvelles d'Italie, et donc toutes les semaines, le mercredi, je lui fournissais un texte de commentaires sur l'actualité, soit politique, soit culturelle, sociale, et ça se passait très très bien. Et un jour, donc parallèlement, je commence à écrire l'audition du docteur Gaspari, et quand j'arrive au bout, ou aux trois quarts, j'avais un ami qui se prénomme Vincent aussi, et je me trompe d'envoi. Je me trompe de destinataire, je l'envoie à Vincent Engel, donc on va dire les 60 ou 70% du roman, si vous... Et dans la journée, si pas le lendemain, en tout cas très vite, il m'envoie un mail en me disant « mais qu'est-ce que c'est ?» Et je lui dis « écoute, voilà, je suis en train d'écrire un roman, je te l'ai envoyé par mégarde, désolé du dérangement. » Et il me dit « c'est très bon, si la suite est à la hauteur de ce que je viens de lire, je te le publie. » Ouf. Et pourquoi me dit-il ça? Parce qu'à l'époque, mais je ne le savais pas évidemment, on venait de créer la collection Grand Miroir à la Renaissance du livre. Et Vincent Engel l'a dirigé. Voilà. Et donc après, bon évidemment, alors ça vous donne un coup de pouce extraordinaire, ça vous donne des ailes. Donc je termine le manuscrit, je le lui envoie, il en est ravi, et il me publie à l'époque, donc il lance cette collection, il y avait Franck Andrea, il y avait Yves Wellens, nous étions 3-4 auteurs belges, et ça se voulait une collection braquée sur les auteurs belges, mais avec un objet de qualité et avec des textes de qualité. Et donc voilà c'est né comme ça en fait. Alors tu te dis, tiens, j'ai quelque chose dans mon tiroir ou dans mon cerveau qui est là, et tu entames l'écriture d'un suivant. Non, je ne l'avais pas encore. Tu ne l'avais pas encore? Non, je ne l'avais pas encore parce que c'était vraiment... Tu n'avais pas quelque chose dans la... Non, on a toujours des idées, mais je n'avais... Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Et bon, après, donc le livre sort, l'audition du docteur Gaspari sort dans l'anonymat le plus absolu, c'est-à-dire qu'il ne se passe absolument rien, peut-être un ou deux articles de presse et encore, je ne suis même pas sûr. Et puis, il est sélectionné au Rossel, il est dans les 5 finalistes du Rossel, et là, alors, il reçoit un prix qu'on crée exprès, parce que ça n'existe pas, mais on n'arrivait pas à nous départager, Patrick Declercq et moi, à l'époque, et donc il crée cette mention du jury, je pense qu'ils n'ont plus jamais reproduit par la suite, pour primer les deux, si vous voulez. Voilà. Donc, je n'ai pas le prix Rossel, mais j'ai la mention du jury, et alors le livre, le roman, à ce moment-là, décolle. Donc il connaît un beau succès critique, et un beau succès public aussi. Et voilà, donc là on est en 2012 ou 13, je vais dire, à cette époque-là. Et donc parallèlement, je continue à collaborer avec différents organes de presse sur l'Italie, et alors je commence à écrire de la fiction, je sors le Voyage corsaire,
Italie, une démocratie pervertie. Enfin, bon, bref, je commence à publier avec il y a un petit peu plus de... Il y a Belgique qui apparaît bien aussi. plus tard, alors bien plus tard. Bien C'est un plus recueil tard. de nouvelles, oui, Voilà, bien plus tard. recueil de nouvelles aussi. Mais donc, tu prends plaisir à ce moment-là. Oui, non, c'est-à-dire que non seulement je prends plaisir, mais c'est comme une sorte de révélation. C'est-à-dire Voilà. que je m'aperçois que je ne veux faire que ça. D'accord. Donc je commence même à lâcher assez vite, à lâcher les textes politiques. Et les essais, on m'a proposé plusieurs... Les maisons d'édition m'ont proposé plusieurs essais, de rédiger des essais sur l'Italie, sur Berlusconi, sur l'extrême droite, enfin, donc, parce que l'Italie c'est un puits sans fin, sans fond, pardon. Et donc il y a toujours des actualités à traiter, des ouvrages éventuellement développés. Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Je me dis, je veux faire de la fiction, et je vais essayer de me consacrer, et surtout, puisque je ne vis pas uniquement de ma plume, il faut du temps, et je commence à m'apercevoir alors que je commets une grosse erreur, c'est de me disperser. D'accord. Et donc il faut que je recentre. Et donc il y a quelques années, 3 ans environ, 3-4 ans, 3 ans on va dire en tout cas, j'ai cessé pratiquement toute forme de collaboration avec les organes de presse avec lesquels je collaborais et qui me sollicitaient pour des commentaires sur l'Italie. Donc ça, je me rends compte que c'est chronophage. Tu rentres en religion presque. Oui, c'est ça. Et donc je me dis, bon voilà, je n'écris pas extrêmement vite. Et donc si je veux essayer de faire quelque chose qui vaille la peine, il faut que je me concentre là-dessus et que j'axe toute mon énergie, que je consacre toute mon énergie à l'écriture de fiction. Alors, on fait le pari d'écrire quelque chose dont on va parler bientôt, mais faire le pari de présenter ce document chez Gallimard. Je ne l'ai pas présenté chez Gallimard. En fait, il aboutit chez Jean-Claude Lattès. D'accord. Qui, par un intermédiaire, donc moi je ne connaissais absolument personne, ni chez Jean-Claude Lattès, ni encore moins évidemment chez Gallimard. Et donc il aboutit chez Jean-Claude Lattès, et il y végète pendant je ne sais combien de mois. J'ai des propositions pour le publier en Belgique, mais je souhaite tenter ma chance en France. Et donc je décide de ne pas le publier, de le garder. Et puis au bout de peut-être 7-8 mois, je reçois un coup de fil d'une éditrice qui me dit: je prépare mes cartons, je quitte Jean-Claude Lattès. En faisant mes cartons, je tombe sur ce manuscrit, je tombe sur votre manuscrit. Je ne sais pas comment il est arrivé chez moi, mais je l'ai ouvert, j'ai commencé à le lire, j'ai été happé, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le texte, mais je quitte Jean-Claude Lattès, et donc je ne peux pas le publier chez Jean-Claude Lattès. Je suis recruté par Gallimard. M'autorisez-vous à le prendre avec moi? Mais sans aucune garantie, évidemment. Évidemment, je dis oui. Est-ce qu'il doit avec toi? Peut-être, en tout cas avec ce roman-là. Avec ce roman-là, parce qu'il aurait pu... Ça ne tient à pas grand-chose. Hein. Ça ne tient à pas grand-chose. Donc, il suffisait qu'elle ne fasse pas ses cartons ce jour-là. Et donc voilà. Et bon, alors à ce moment-là, on entame une collaboration, c'est-à-dire que je ne sais pas si je vais le publier chez Gallimard, bien sûr. Parce que bon, ma notoriété n'est pas telle qu'on puisse imposer quoi que ce soit. Et par ailleurs, cette éditrice débarque elle aussi chez Gallimard. Donc elle me dit, bon, ben, on va travailler le texte avant de le présenter en comité de lecture. Et donc elle me fournit une série de remarques en me disant, ben voilà, à mon sens, il faudrait, pour améliorer le texte, il faudrait travailler tel et tel aspect du roman, du manuscrit. Et évidemment, avec la plus grande humilité, je dis oui, et bon, il y a des discussions, bien sûr, hein, rien n'est imposé, mais je veux dire, toutes ces remarques sont non seulement fondées, mais extrêmement judicieuses, et avec le recul, puisque bon, tout qui écrit sait qu'à un moment donné, on est né dans le guidon, on se rend plus très bien compte. Donc elle a perçu le potentiel du roman, elle a perçu sa qualité, en tout cas, si je me sens sans fausse modestie, mais bon, il y a encore quelques points de détail à améliorer. Bon, donc à ce moment-là, je m'attelle à l'amélioration de ces détails pour renforcer le texte, et je m'aperçois que, comme je viens de le dire, que tout est non seulement légitime, mais vraiment judicieux. Donc à ce moment-là, on joue dans une autre catégorie, évidemment. Ce sont des professionnels de très... En tout cas, l'éditrice avec laquelle j'ai travaillé est une professionnelle de très très haut niveau, en plus d'une personne remarquable, humainement. Et donc voilà, on a cheminé ensemble le temps d'améliorer le texte. Après quoi, elle l'a soumis en comité de lecture, où il a été accepté à l'unanimité, et bon, ben voilà, l'aventure commence.
Alors, quand on est au départ devant une feuille vierge avec, je vais dire, une idée qui va prendre naissance, comment es-tu parvenu à, dès le départ, l'ensemble du texte, à créer cette atmosphère qu'on ne retrouve, je vais dire, que très rarement dans les chez les bons écrivains. Tout le monde a une histoire à raconter, tout le monde a un fil conducteur qu'on nous invite à suivre, mais créer une atmosphère telle que celle que tu as créée là, moi je dis chapeau bas. Merci. Comment parvient-on un petit peu à se mettre dans ce parfum? Bon, deux choses. La première chose, c'est que je pars d'un fait divers qui a existé. Donc, j'ai la mécanique de l'enquête. D'accord. Que je n'ai pas gardé telle qu'elle, évidemment. Je m'en suis largement éloigné. Mais enfin, ceux qui connaissent le fait divers, s'ils le connaissent, ils le reconnaissent. Ça, c'est une première chose. Donc, j'avais des esquisses de personnages. Et je ne voulais pas garder ces personnages-là. En fait, je voulais créer un village que j'ai recréé de toutes pièces, puisqu'il n'existe Ravina, le nom du village n'existe pas. Je t'interromps, c'est ce qu'il y a de bien, parce qu'en principe, si on veut recréer, on est trop descriptif. Tandis que tu pars, selon moi, d'après ce que tu viens de me dire ici, sur des souvenirs, sur une mémoire de quelque chose. Et cette mémoire, encore une fois, c'est comme le parfum de quelqu'un, c'est comme une odeur d'un endroit, donc, et ça, tu le recrées directement. Et je dois dire, c'est ça qui est beau, c'est que tes textes deviennent images. Merci. Enfin, merci, moi, c'est ce que j'ai ressenti tout au cours du récit, et du moins dès le départ, quoi. C'est cette façon de dire, un rideau s'ouvre et tu rentres dans une scène directement. C'est ça. Avec tous les petits bruits, avec tout ce qu'on peut entendre, avec, comme je le dis, avec l'atmosphère. C'est ça. Mais oui, je voulais faire un roman d'atmosphère, voilà. Ça c'est sûr. Et donc c'était dès le départ, parce que je pars de... J'ai cette... comment dire, cette étincelle qui est le fait divers, mais qui, au fond, comme tu viens de le dire, est une sorte de prétexte, parce que ce n'est pas le fait divers qui, à mes yeux, n'était qui était l'essentiel du livre. C'est ce qui me... Pour véhiculer certaines... comment je vais dire... Pour créer cette atmosphère, traiter certaines thématiques, j'avais besoin du fait divers pour amener de la légèreté, paradoxalement, parce que c'est un fait divers tragique. Mais c'est-à-dire qu'on peut prendre plaisir en cheminant avec le fait divers. On suit le suspense, on suit la mécanique de l'enquête. Ne pas avoir des marionnettes, mais voilà, des personnages. C'est ça, des vrais personnages. Et puis, mais ce qui m'a pris énormément de temps, et là tu as parfaitement raison, c'est la construction des personnages et la construction du village. Donc recréer cette atmosphère, et là c'est sur base exclusive de souvenirs. Souvenirs de mon enfance, souvenirs de mon adolescence, du village natal de mon père, et dans lequel je retourne plusieurs fois par an, et donc je me suis servi de ce que j'ai vécu, de ce que j'avais en moi, de même pour la construction des personnages. Je me suis servi de proches dans ces villages, de gens que je connais, que j'ai vus à l'œuvre. Donc je me suis complètement détaché du fait divers. C'est-à-dire que j'ai gardé le fait divers, la mécanique du fait divers, mais j'avais envie de le transcender, si tu veux. De le faire mien, et de l'ancrer là où je voulais l'ancrer, pour traiter des thématiques qui ne sont étrangères au fait divers au départ, hein, n'ont rien à voir avec le fait divers. Et donc, voilà, je trouvais que ce fait divers, donc, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était il y a très longtemps. J'ai senti immédiatement que j'en ferais un jour quelque chose. Je ne savais pas encore précisément quoi, je me doutais que ce serait un roman, mais je ne savais pas le genre du roman, je ne savais encore rien de bien précis, mais j'ai tout de suite compris que c'était un phénomène presque anthropologique, c'est-à-dire qu'il était la porte d'entrée pour des thématiques qui, à mes yeux, sont importantes. Tu es un manipulateur, parce qu'encore une fois, tu nous mènes par le bout du nez, on vise tel ou tel personnage en disant, tiens, c'est peut-être lui qui, c'est peut-être lui, voilà. As-tu déjà notion que ce sera ce personnage-là qui va faire la chose la plus importante? Ou bien alors, est-ce que tu es pris par le récit? Dans l'enquête. Ou bien est-ce que tu es pris par le récit, et d'un personnage à l'autre, à un moment donné, tu vas te dire, c'est celui-là que je vais coincer, c'est celui-là que je vais... Non, ici non. Ici, je savais très bien comment... Il y a des choses qui se sont... Il y a des dénouements auxquels moi-même je ne m'attendais pas, si on peut dire. Mais je savais qui était le coupable. Alors, et je savais dès le départ que je voulais axer la narration en promenant un peu le lecteur. Si tu veux. Oui, tu l'as très bien baladé. Donc ça, oui, je le savais dès le départ. Ça, je le savais dès le départ. Mais mon souci
principal, c'était de ne pas, comment vais-je dire, de ne pas construire des personnages qui soient seulement coupables ou seulement innocents. C'est-à-dire que celui qui commet des abominations dans le livre est aussi celui qui tend la main à certains autres personnages. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, tout est complexe, tout est absolument pas manichéen, et oui, et tout le monde est à la fois innocent. Évidemment, il y a des faits plus tragiques que d'autres, il y a des crimes, les crimes sont graves, mais les personnages, je voulais les rendre complexes, et je voulais qu'on puisse même éprouver de l'empathie à leur égard, et en tout cas j'avais de la bienveillance pour tous les personnages, y compris les plus noirs dans le roman. Donc ça c'était quelque chose qui me tenait vraiment terriblement à cœur, y compris par exemple, puisque je ne révèle rien d'extraordinaire sur le roman en disant que la rumeur, par exemple, à un moment donné va jouer un rôle important, mais ceux qui véhiculent la rumeur sont les mêmes qui vont aider les personnes qui en ont besoin, par exemple. Parce qu'encore une fois, bon, il y a le personnage qui revient au village, évidemment, mais il va être un petit peu, je veux dire, dans le collimateur des gens, des habitants, en disant, tiens, il est revenu. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a un narrateur qui est totalement inventé, et qui lui n'a évidemment rien à voir avec le fait divers, absolument, et qui est le personnage central, parce qu'il instaure une double distance, qui est une distance temporelle, puisqu'il raconte les faits 15 ans après qu'ils soient survenus, et par ailleurs il écrit en n'étant plus au village, alors qu'il est né, il a grandi, et qu'il est extrêmement attaché non seulement à la famille de la victime, on va dire, mais aussi au village. Donc j'avais cette double distance, qui était un mécanisme narratif qui était, à mes yeux, fondamental, très subtil, très pour pouvoir à chaque fois jouer avec des flashbacks et jouer avec des mises en abîme, des mises en distance. Ça, c'est une construction, effectivement, qui a demandé beaucoup de travail, en fait. Il y a un autre personnage qui est très subtil aussi, c'est un juge qui apparaît, un juge d'instruction. Oui, voilà, là, je t'interromps tout de suite parce que c'est incroyable. À chacune des interviews, et il y en a eu quelques-unes les derniers temps, on me parle du juge, alors que, en l'écrivant, je ne me rendais absolument pas compte de l'importance que prenait ce juge. Et effectivement, beaucoup de lecteurs, ou beaucoup de journalistes d'ailleurs, m'ont dit « Ah, mais ce juge est un personnage... » Un grand personnage. Un grand personnage dans le roman, mais je ne m'en rendais pas... En l'écrivant, je ne m'en rendais pas compte. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Je ne sais rien, parce que je l'ai étoffé au fur et à mesure. Au départ, il intervenait à 1 ou 2 reprises, et puis je me suis aperçu qu'il me servait à faire passer des choses, mais je ne me rendais pas compte qu'il allait à ce point marquer les lecteurs. Ce qu'il y a, c'est vrai que dans la construction, le juge vient du Nord. On est dans un village du Sud, c'est un étranger. Je l'ai construit en opposition avec la médiatisation, puisque c'est quelqu'un qui a connu la médiatisation, mais qui la rejette, qui la presque méprise. Il ne répond pas quand on lui pose des questions sur l'état d'avancement de l'enquête, il ne répond pas. Donc c'est quelqu'un de très froid, et qui représente un peu une sorte d'autorité morale comme ça, puisqu'il a ses saints patrons qui sont les juges Falcone et Borsellino, qui sont en Italie des juges anti-mafia, qui sont morts au début des années 90, et qui comptent beaucoup dans l'imaginaire et dans la conscience publique italienne. Donc oui, il prend de l'importance comme ça dans le roman, mais c'est curieux, je ne m'en rendais pas compte on ne va rien dévoiler, mais encore une chose, il y a encore un autre petit fait d'une ligne et demie dont tu parles, et dont tous les lecteurs parlent pendant des heures. Et pourtant, ce petit fait précis, tu vois, c'est encore une autre subtilité que tu as employée là-bas. Les quelques mots, juste, bien mis, bien placés, font que ça va faire travailler l'imaginaire des gens, et on tient des discours sur cette ligne. C'est une ligne et demie, hein. On ne va pas dire laquelle, où les gens vont en parler pendant des heures. À quoi, je vais dire, parce qu'il y a le juge, il y a cette petite phrase-là, à quoi tu donnes... Comme je ne sais pas à quelle phrase tu te réfères... Non, mais tu la devines. Non, même pas. Non, même pas. C'est relatif à un personnage, peut-être. C'est relatif à la relation de 2 personnages. Ah, d'accord. Oui, je comprends. Tu vois, ça, c'était un travail... tu vois, ça te revient sur un fil. Voilà. C'est sur un fil. Tu chemines sur un fil suspendu en l'air et il n'y a pas de filet. Parce que, effectivement, c'est une thématique qui est importante dans le roman. C'est une thématique qui est importante de manière générale. Il me tenait à cœur de la traiter parce que c'est quelque chose que j'ai connu
non pas à titre personnel, mais peu importe d'ailleurs, mais parmi mes proches. Et effectivement, il fallait traiter ça avec beaucoup de dignité, et sans caricature, et en laissant plus travailler l'imaginaire du lecteur, en fait. Et je dirais même que c'est presque pas une phrase, c'est un mot. Oui. Un mot suivi d'une virgule qui fait comprendre que quelque chose s'est passé, effectivement. C'est extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'ai assisté à l'une ou l'autre interview où chaque fois, des personnes revenaient sur et en parlaient comme si ça faisait 3 chapitres. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Ça je me rends compte, effectivement. Tu ne t'en rends pas compte en l'écrivant. Non. Mais après oui. Après, il y a peu de passages où on est satisfait de ce qu'on a écrit, mais là, je me rendais compte que, je ne pouvais pas dire si c'était bien écrit ou pas, c'est difficile de dire, mais je rends compte que j'avais le bon dosage. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est, je l'ai dit dès le départ, c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance. Comment se fait-il qu'on est déjà dans cette moiteur dès le départ, qu'on est dans ces senteurs dès le départ? Parce qu'encore une fois, quand on va vers ce caroubier, on entend, on vit, on est en dessous. Comment décris-moi un petit peu ta façon d'écrire à ce moment-là. Oh là là. Parce qu'il faut y arriver. Hein. Chaque paragraphe, chaque chapitre, c'est ciselé. Hein. C'est 10, 15 fois, 20 fois. Oui, on le ressent. C'est repris 10, 15 fois, 20 fois. Et parce qu'effectivement, oui, ça devient presque de la musique. Oui. Donc quand ça marche, hein, ça ne marche pas toujours, mais quand ça marche, bon, je ne sais rien dire d'autre que ça. C'est-à-dire, on sent que le texte est ciselé. Oui, il a été beaucoup travaillé. Il est beaucoup travaillé. Il y a la recherche du mot juste à l'endroit où il faut. Oui, c'est ça. Que... La sensation juste, essayer de transmettre la bonne sensation, toujours dans un équilibre, parce que ce qui est compliqué aussi quand on veut créer une atmosphère, ce qui peut être compliqué, c'est la surcharge descriptive. Ah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu décris trop, tu ralentis le fil de la narration. Ce n'est pas le cas. Donc, quelquefois, ça a été le cas, et j'ai supprimé après, ou j'ai rajouté après avoir supprimé. Donc, c'est un travail, oui, c'est vraiment un travail. C'est le mot juste qui fait que le tam-tam fonctionne de lui-même. Oui, c'est ça. Voilà, un mot en trop, et ça, tout peut capoter. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Ça, oui, c'est beaucoup de travail, et c'est surtout beaucoup de travail, effectivement, mais l'entrée en matière, c'est-à-dire que je me rendais compte que pour un roman d'atmosphère comme ça, les premières pages étaient déterminantes. Il fallait un peu, comme chez Simenon, mais c'est un autre registre, mais chez Simenon, tu lis un paragraphe et tu y es. Tout à fait. C'est bon, tu lis le chat, un paragraphe, et il te décrit le jambon, il te décrit le vieux qui découpe sa tranche de jambon, et boum, tu es dedans, enfin, tout y est hors des lignes. Donc je ne vais évidemment pas me comparer à Simenon, mais je me rendais compte qu'il fallait aller vers ça. Et donc, par exemple, le début a été retravaillé, le premier chapitre a été retravaillé un nombre considérable de fois. Je ne pourrais même pas dire combien de fois, c'est impossible. Alors, il y a un bandeau. Oui. Très beau bandeau. Oui. Qui a choisi ça? L'éditrice. L'éditrice. Oui. Elle a très bon goût. Elle a très bon goût. Oui, mais je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de remarquable. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec elle. Et donc je la remercie. Je profite de cette occasion pour la remercier une fois encore. Mais oui, c'est elle qui a choisi le bandeau. C'est elle qui a eu l'intuition pour le titre. On était sur plusieurs titres et c'est elle qui a dit bon, ça je pense. Initialement, qu'est-ce que tu avais pensé comme titre? Au début, ça s'appelait Ravina, donc c'est-à-dire le nom de ce village inventé. D'accord. Oui, et puis après, on a laissé tomber, on a travaillé sur différents titres et c'est elle qui a dit bon, ben ça, je pense. Est-ce que tu avais déjà eu quelqu'un qui s'était occupé de toi de cette manière-là? Non, c'est une des grandes. Non, c'est une des. Je veux dire, c'est un des grands avantages à travailler dans de grandes maisons d'édition comme ça. Bon, pour moi, c'est la première fois. C'est qu'on pense souvent, et c'est le cas, qu'en aval, ça fait la différence, parce qu'effectivement, la machine médiatique, si elle croit au livre, si le commercial croit au livre, si l'attaché de presse croit au livre, alors ils sont derrière vous. Et c'est vrai que si une maison de cette envergure décide de promouvoir le livre, elle sait le faire. Mais vraiment, ce qui fait une différence gigantesque, c'est en aval. Parce que ce livre ne serait pas ce livre-là si je n'avais pas travaillé avec cette éditrice-là. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc c'est presque à un certain moment, je ne vais pas dire de la coécriture, mais on n'en est pas loin. Parce qu'elle n'est pas sur la langue. Elle ne va
pas vous dire, il faut changer la virgule, non, c'est pas ça. Avec d'autres maisons d'édition, vous pouvez passer plusieurs heures à parler effectivement des virgules ou des majuscules. Ici, c'est pas ça du tout, c'est-à-dire qu'on est presque sur du scénario, c'est-à-dire c'est du renforcement de personnages, sur le renforcement de tension à certains moments qui peut être achuté, ou ainsi de suite. Donc c'est une professionnelle remarquable. Professionnelle remarquable, et si vous avez l'humidité de vous dire que tout le monde travaille, il n'y a pas d'orgueil à afficher en disant c'est mon texte, parce qu'elle le respecte dès le départ, elle sait que c'est votre texte, mais ça devient aussi le sien à un moment donné. Donc si vous travaillez avec humilité, vous dites bon, elle travaille pour le bien du livre, pour que le texte soit le meilleur possible, donc dans mon intérêt, dans l'intérêt du livre, bon, ben alors il n'y a pas eu une seconde de tension, il n'y a pas eu une seule divergence réelle, absolument aucune. Donc en aval, cette éditrice a fait un travail remarquable. Je vois tant en Belgique, et maintenant de plus en plus en France, même la presse réagit très bien. La presse, c'est une chose, mais des libraires aussi. Oui, j'ai beaucoup de chance. Au niveau de la presse, on a eu tous les grands quotidiens. Donc on aura dans quelques jours, demain Libération, on aura Le Monde la semaine d'après. On a eu le Figaro, le JDD, enfin je ne vais pas tous les citer, mais on les a eu tous les grands. Le Nouvel Observateur. Il y a un projet de circuit en France, pas encore? Non, pas là, je n'ai pas encore de projet de circuit. J'ai eu quelques coups de cœur effectivement de libraires français, ça c'est très agréable, des présentations ici en Belgique. Et en France pas encore, mais sans doute, là maintenant tout est mis en suspens, et sans doute cela sera possible à la rentrée. Croisons les doigts qu'ils fassent aussi partie de certaines listes lors de la rentrée. Bon, oui. Moi, c'est le vœu que j'aimais. Oui, merci. Et je ne suis pas le seul encore dans l'entourage ou dans les personnes qui l'ont déjà lu. Merci. Je dis c'est un livre qui vaut la peine d'être découvert, de découvrir l'écriture, de voir un petit peu l'évolution. J'ai rappelé ici quelques titres qui sont là, mais qui m'ont déjà, je vais dire, attiré vers toi. Oui. Et je dois dire que ce n'est pas la première fois qu'on se voit, non, c'est pas la dernière qu'on se voit. Et je tiens à te remercier une fois encore, puisque j'ai cette occasion, du soutien, non seulement que tu m'as témoigné tout au long de ces années, mais du soutien que tu témoignes à de très nombreux auteurs belges, et beaucoup d'en sont redevables d'ailleurs. Et comment vais-je dire, quand tu défends un auteur et un livre, bon, bah, tu le fais avec conviction, et ça fait chaud au cœur. C'est qu'il a quelque chose à raconter. Oui, mais tu es là en tout cas pour le faire, et ce n'était pas gagné d'avance, et rien ne t'oblige à le faire, donc merci. C'est gentil. Merci. Je te souhaite un grand succès. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.